Bonjour à tous, nouvelle critique de film, donc en cette version numéro 3. Je me suis rendu compte en réécoutant et en faisant le montage, du coup, parce qu'après il faut faire le montage, que j'ai été trop long, parce que la vidéo elle durait 1 heure et quelques. Et je suis ennuyé par rapport à ça, parce que j'arrive pas à faire court, parce qu'en fait je suis un cinéphile. Hier je regardais les vidéos d'Anna Genocide, qui faisait un peu son retour cinéma sur l'année 2018, la vidéo elle durait presque 1h30. Et moi ça va pas poser de problème. Parce qu'en fait, on sent le mec qui parle d'un film, puis d'un seul coup, il va donner une anecdote d'un autre film, puis il va parler d'une expérience personnelle, puis et avec les passionnés, c'est souvent comme ça, on part dans plein de directions. Mais c'est vrai qu'après, ça manque un petit peu du côté synthétique du truc, hein. Ce que je voudrais pas arriver à faire en même temps, c'est ce que j'ai entendu hier dans nombreux. J'ai un peu fait tous les tops 2018 ou les flops, hein. C'est les gens qui vont dire ouais, ce film il est vraiment cool, il est génial. Dedans il y a une femme, il y a un homme. À un moment il y a un enfant. On voit ça se passe dehors, c'est dans tel pays. Il fait froid, il fait chaud, mais c'est trop cool, c'est génial. J'aime le film quand c'est comme ça, quand ça donne la passion. Voilà. Je trouve pas ça intéressant. C'est beaucoup de superlatifs et en fait je me rendais compte à ces moments-là que si je prenais le nom du film et je mettais les mêmes superlatifs, ça collait à tous les films. Donc c'est pas descriptif, donc ça donne pas envie de voir le film. Je comprenais juste que le mec avait aimé le film, qu'il le mettait dans son top 10 2018, mais il ne parlait pas du film. Il développait pas assez sur ce qu'était le film. Moi je fais trop long, mais je ne veux pas faire comme ça c'est sûr. Moi je veux donner envie de voir le film, et pour ça, il faut d'abord que je donne envie de voir le film, après de voir la bande-annonce, et après potentiellement de le voir réellement. Donc il faut que je trouve le juste milieu entre les deux. Essayer de faire plus court, ce qui fera qu'à la fin, ça fera une vidéo qui sera plus courte, hein. Je dis ça parce que j'ai fait écouter ma vidéo Top 10 2018, hein, et les critiques de films plus classiques à une amie qui m'a dit oh là là, qu'est-ce que c'est long. Ça durait 1 heure et quelques, et c'est vrai que c'est long, et que tout le monde n'a pas ce temps à donner, tout simplement. Que ils peuvent s'intéresser au cinéma, mais qu'un format plus court serait idéal. Donc j'ai tenté de travailler là-dessus. C'est compliqué, parce que moi je suis qu'un cinéphile. Je sais pas comment on fait, je sais pas. Il y a certainement des techniques d'écriture. Comment on fait? Est-ce qu'on développe d'abord le truc, après on donne son avis, après on fait une conclusion? Est-ce qu'il y a vraiment comme ça une espèce de canevas? J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait d'école de littérature, j'ai pas fait d'école de cinéma. Je parle juste en tant que cinéphile, et donc je fais avec mes propres règles, et c'est compliqué. Dans tous les cas, je retiens bien ce truc, surtout que je suis qu'au troisième volet de mes critiques ciné, donc je peux qu'améliorer. C'est pas dérangeant, faut que je le fasse maintenant que plus tard. Je vais commencer néanmoins avec l'énumération des films qu'il y aura dans cette présente version, critique ciné numéro 3. Le premier film est White God, et c'est un film fantastique, dramatique, thriller. Le second film est Quand je serai petit, et c'est une comédie psychologique, hein, avec un côté un peu onirique, hein, et un côté un peu. Le troisième film est Magique Magique, et il est classé dans le film fantastique thriller psychologique. Le quatrième film est Le Discours d'un roi, et c'est un biopic, donc film historique. Le cinquième film est Une merveilleuse histoire du temps, idem, c'est un biopic également, et les deux sont plutôt sous une trame un peu dramatique. Le sixième film est When the Light Went Out, il est classé au genre fantastique. Le septième film est Samba, et il est classé dans le genre comédie psychologique, dramatique. Le huitième film est Le Territoire des loups, et il est classé dans le genre aventure thriller. Aventure thriller. Le neuvième film est toute l'histoire de mes échecs sexuels, il est classé dans le genre comédie dramatique, et je crois qu'il y a une grosse part de biopic, inspiré d'une histoire vraie. Et le dixième film, enfin, est Un homme idéal, il est classé dans le genre thriller, dramatique, psychologique. Voilà pour l'énumération des films de la critique numéro 3, et puis merci à vous, et à bientôt. Et je vais essayer donc de faire un peu plus synthétique. C'est mon défi du jour, et c'est mon défi des jours à venir. Il faut que j'apprenne à faire plus court. C'est étonnant, parce que mes partenaires, généralement, me disaient elles sont jamais plaintes que j'étais trop long, si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu comme tous les hommes, je crois. Bon, bah, il faut que j'apprenne à faire plus court. Le prochain film est White God.
Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un pays que je ne saurais pas vraiment situer. Alors, le film est de nationalité hongrois, allemand, suédois, donc un pays froid. Un pays froid de par le décorum et la nature, mais aussi un pays froid parce que les hommes ont le cœur froid. Et donc, et aussi qu'il y a très peu de. C'est un pays assez misérable, assez miséreux, les gens ont peu d'argent, il y a beaucoup de misère. Donc, le gouvernement inflige à la population une taxe sur les chiens, les animaux et notamment les bâtards. Et les gens qui n'ont pas assez d'argent sont obligés de se débarrasser de ces animaux. Je dis obligés, en fait, ça leur pose pas beaucoup de problèmes de conscience. Pour eux, c'est juste une charge en plus, c'est juste un repas en plus, c'est juste de l'argent inutilement dépensé. Là, on est plutôt sur les adultes, mais évidemment, dans ce monde froid et quelque part inhumain, il y a malgré tout une petite fille qui, elle, aime vraiment son chien, qui s'appelle Hagen. Néanmoins, son père est quelqu'un de dur, on le voit assez vite, estime que Hagen, comme les autres bâtards, est un chien qui coûte trop cher, qu'il est inutile, et donc il va l'amener à l'orphelinat. Bon, je pense pas qu'on l'appelle ça l'orphelinat, mais c'est peut-être pas, c'est un lapsus révélateur. C'est pas un orphelinat, mais il va l'abandonner dans un chenil plutôt. Mais c'est comme s'il mettait à l'orphelinat. Hagen va se sentir désemparé parce qu'il a toujours vécu avec la petite fille qui s'appelle Lily. Il a toujours été avec elle, il était toujours. Quoique son père était dur, peut-être qu'il dormait dehors, mais enfin, dès qu'elle le pouvait, elle faisait rentrer chez lui, elle faisait le câlin, elle aimait vraiment son chien. Et du jour au lendemain, il se retrouve dans un univers qu'il ne comprend pas, puisque c'était un chien qui était aimé, et là, il est avec d'autres chiens. Il y a de la violence, il n'y a pas forcément beaucoup de nourriture, il y a tout ce qu'on peut trouver dans les chenils, dans les SPA, toute cette tristesse, toute cette détresse animale. Et tandis que Lily, évidemment, va aller chercher son chien, parce qu'elle ne comprend pas, hein. Je crois que ça se passe une nuit, elle se réveille, son chien n'est plus là. Son père va lui dire, ou elle va comprendre que son chien est parti. Donc elle va partir à sa recherche. Et peu à peu, Hagen va perdre son humanité. C'est-à-dire que l'animal qui était un animal gentil, qui était un animal bon, va se rebeller en quelque sorte et on va basculer en quelque chose d'autre. Il faut savoir que ce film a été décrit comme le nouveau Les Oiseaux d'Hitchcock. Je peux comprendre la similitude. C'est un film qui parle du monde animal. C'est un film qui a une trame fantastique, étonnamment. C'est un film qui fait peur. C'est un film qui fait pleurer, parce que moi je suis sensible à la cause animale. C'est un film qui semble très réaliste. Et d'ailleurs, il est interdit aux moins de 12 ans. Les scènes qu'on voit, je dis dans ce monde que les animaux sont maltraités, traités mal et maltraités, on a l'impression que c'est vrai. Donc forcément, ça fait mal. Et on peut comprendre que ces animaux qui sont délaissés, à un moment, vont fomenter une espèce de révolution et qui vont se dire, ça suffit, on va, on va réclamer notre dû. Nous ne sommes pas que ça. Il y a de nombreuses scènes cultes dans ce film. Si je pouvais faire des montages, si on avait le droit de le faire sur YouTube sans se prendre de strike, bonjour YouTube, j'aurais mis une scène culte de ce film. Il y a une scène qui est assez incroyable, qui est émouvante, qui est touchante, qui est forte. Euh, Parce que c'est un film vraiment déstabilisant. On s'attend pas à ça, quoi. On part sur un film un peu dramatique, noir, très sombre, et puis on bascule en quelque chose de fantastique. On le voit dans la bande-annonce. On voit un petit peu cet univers fantastique dans la bande-annonce. On le voit sur l'affiche du film, on voit une petite fille avec un espèce de pull bleu sur son vélo qui est poursuivi par une centaine de hordes de chiens. Je dis de hordes parce qu'une centaine c'est peut-être plus, hein. Tous les chiens de la ville sont là. Donc très très bonne surprise que ce film Wild God. Ça avait été de toute façon dans mon top 10 film 2017. Ça avait été mon coup de cœur, ça avait été. Je m'attendais à rien en fait. Et je m'attendais à un film qui ressemblait beaucoup aux Oiseaux d'Hitchcock. C'est un film qui parle du monde animal, mais c'est quand même très différent. Et c'est vraiment très bon. La bande-annonce en dessous. Le film c'est White God. Le prochain film est Quand je serai petit, un film de Jean-Pierre Rouve et donc un film français. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça me parle de Mathias, qui est un homme de 40 ans. Il est en couple, tout va bien. Un jour, il part en voyage quelque part. Il est sur un quai de gare, je crois. Et il va croiser un enfant qui, étrangement, lui fait penser à lui quand il était petit. Il se retrouve en lui, peut-être qu'il est habillé comme il était quand il était enfant. Ça va le déstabiliser. Et il va se mettre à vouloir comprendre qui est ce garçon et à le suivre, en quelque sorte. Il va essayer de comprendre qui il est, si c'est possible. Si, évidemment, c'est ça un peu incroyable.
Mais je sais qu'il y aura cet élément dans le film, à un moment où il va mentir à sa compagne en lui disant non, je suis en voyage d'affaires là. Et en fait, il sera en train d'aller sur les traces de ce petit garçon pour comprendre qui il est, pour voir sa famille, pour essayer de peut-être aussi de réparer des choses de son passé à lui, afin de mieux se comprendre lui-même en tant qu'adulte. Et bien évidemment, en faisant ça, il mettra en péril son couple, et puis il mettra aussi peut-être en danger l'équilibre de la vie de cet enfant en essayant de trop s'immiscer dans cette vie-là. J'ai beaucoup aimé quand je serais petit, moi je savais que j'aimerais. Je dis moi je savais parce qu'en fait j'étais le voir au cinéma avec un ami. C'était dans le cadre je sais plus comment ils appellent ça, le printemps du cinéma ou quelque chose comme ça, où on peut voir 10 films si on le veut, si on est très courageux dans la même journée, pour un prix dérisoire. Ça va être 1 € l'entrée, enfin voilà. Et du coup on a vu plusieurs navets ce jour-là. Et puis j'en avais un petit peu marre des navets, et je me dis tiens, il y a un film un peu différent. Mon pote qui est pro Marvel et autres saloperies, pardon pour ceux qui sont mais moi j'ai du mal avec ces films-là, ça me fait pas kiffer parce qu'en fait ça me ressemble pas et que j'ai jamais été un super-héros et je pense que je le serai jamais. Donc moi j'aime bien les films dans lesquels je peux me retrouver. Et je lui dis à ce film-là, oh non, non, ça va être nul, film français, attends, vas-y, on va le voir. Au cinéma, il y a cette espèce d'intimité, on peut pas se parler, on est là dans le film. Moi je suis pris par l'émotion, je me dis waouh, très beau film, je suis content. On sort de la salle, on débrief. Il avait presque les larmes aux yeux. Il dit super film, euh, j'ai adoré, c'est très touchant. Il y aura des petits rappels, des petites Madeleine de Proust, je veux pas dire quoi, mais liés à la musique, vous dire ah ouais d'accord, ok. Il y a ce côté tendre, innocent, doux, qu'on retrouve dans le cinéma de Jean-Paul Rouve, qui est un mec qui a l'air d'être comme ça. Et d'ailleurs, il a cette part alors d'immaturité sans doute pour sa femme, qui dirait ouais, il est un peu immature mon mari, mais il a surtout cette part d'enfance qu'il sent on l'a jamais perdue. Et puis faut savoir d'où il vient de l'univers comique, d'un univers que les adultes logiquement délaissent. Il jouait au clown, quoi, c'était un espèce de clown, hein, avant de faire carrière en solo. Donc j'aime bien ce mec. Je, j'ai vu de nombreux films avec lui. J'ai bien aimé aussi son rôle dans le film avec Bakri, Jour de fête, hein, de photographe un peu loser. Il était impayable en fait, avec le jeune ado à qui il donnait des cours, mais lui c'était un roi de la loose. Plus personne voulait l'employer, Bakri l'employait parce que c'était son pote d'enfance, mais que quelque part, puis à un moment il va lui dire, mais t'es un vrai boulet, t'es pénible, tu vois pas que tu fais suer les filles, tu vois pas que t'es mauvais même dans ce que tu fais. Donc j'ai bien aimé ce rôle-là. Quelque part, on a encore un peu le loser flamboyant, euh, qu'on retrouve un peu dans de nombreux films. En Amérique, on a Steve Carell qui est comme ça. Un mec qui sera jamais, je pense, un super-héros, un mec qui sera jamais un mec qui va casser des gueules, mais plutôt le mec sensible, plutôt le mec qui va réfléchir sur sa psychologie, plutôt le mec qui aura une vie soit onirique, soit un peu tristounette, parce qu'on peut pas lui donner des rôles de mauvais garçon. Je crois que ce serait compliqué. On pourrait faire un contre-emploi et lui donner un rôle, il fait peur peut-être potentiellement, mais l'absolu, il se dégage cette part d'enfance en lui, et c'est ce que j'aime bien, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à le retranscrire dans son cinéma. Donc la bande-annonce sera en dessous, et le film est Quand je serai petit. Le prochain film est Magique Magique, et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai eu un rapport difficile avec ce film, puisque je l'ai vu 2, 3 fois en m'endormant. Alors, je vais pas vous cacher que je prends un traitement antidépresseur le soir, et du coup, des fois, j'ai les coups de barre. Et en l'occurrence, ce film commence très paisiblement, très calmement. Et puis, quand je mets un film, des fois, je sais pas ce que c'est. C'est pourquoi je fais des critiques ciné, c'est pour vous orienter sur des films potentiellement bons. Donc, je lance un film, ça a l'air un peu plan-plan, ça a l'air un peu lent. Ça chante en espagnol, et même si maintenant le thème qui est chanté m'est rentré en tête et que ça fait partie intégrante du film, bon voilà, au bout de 15 minutes, j'avais arrêté. 15 minutes, 20 minutes quand même, j'étais assez loin. Je me dis non, je comprends pas où ça va. Je croyais que c'était un film fantastique. Je comprends pas, je ne comprenais pas. Mais j'ai eu raison de m'obstiner. J'ai voulu le revoir une 4e fois. Ce jour-là, un peu moins fatigué sans doute. J'étais à la fin du film et en fait, c'est super bon. J'ai adoré ce film. Bien qu'il est très particulier, je ne sais pas s'il plaira à tout le monde, il faut avoir cette part en soi du personnage principal. De quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle d'Alicia, une jeune fille, une jeune américaine réservée. On peut imaginer, je ne sais pas si c'est montré vraiment dans le film, qu'elle est réservée, mais qu'elle est un peu plus que réservée, qu'elle est angoissée, qu'elle a peur des autres,
qu'elle n'est pas habituée à sortir, et je dois vous le dire, si le film m'a autant touché, c'est qu'il me fait penser à moi, et que je me suis imaginé dans le contexte de ce film. Donc c'est quelqu'un comme ça qui est un peu agoraphobe sans doute, qui a peur des autres, qui est introverti, qui n'ose pas s'exprimer, et qui va être convié par sa cousine, je crois, à venir avec elle, en vacances, sur une île isolée. Mais elle lui dit, t'inquiète pas, je suis là, je te protégerai, tu me connais depuis toujours, t'es ma petite cousine adorée, avec moi, peut pas y avoir de problème. Ils partent ensemble, ça va, donc sa cousine est là, elle arrive à peu près à s'intégrer au groupe, même si on sent que le groupe, par moments, peut être un peu cassant, qu'ils vont pas complètement comprendre son personnage, euh, notamment le personnage de Michael Cera, qui est un peu cynique, qui est un peu grinçant, qui va faire des petites blagues, pas lourdes, mais quand même des petites allusions. Et or, elle est très vite gênée, très vite intimidée. Donc la jeune fille, Alicia, est jouée par Juno Temple. Vous voyez que là encore, on a quand même un casting intéressant. Et finalement, la cousine, qui s'appelle comment? Sarah. La cousine Sarah va recevoir un coup de fil de son ami, je crois, qui est ailleurs. Alors, par exemple, s'ils sont, je sais pas à quelle île ils sont sur une île, son ami est dans le pays, il lui téléphone, il y a un problème, il y a une urgence absolue, et donc Sarah doit retourner de là où elle vient, elle doit retourner dans son pays. Mais elle peut pas emmener Alicia avec elle. Elle dit, je suis désolé ma puce, je dois y aller absolument, c'est une urgence, il faut vraiment que j'y aille. Reste ici, t'inquiète pas, il y a les autres qui sont là, il n'y aura pas de problème, je reviens très vite, je te promets, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, il faut vraiment que j'y aille, tu l'as bien compris. Évidemment, Alicia va presque supplier sa cousine, non, s'il te plaît, me laisse pas. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, Alicia. Tu peux pas te comporter comme une petite fille, il faut que j'y aille absolument. Je peux pas te ramener, c'est peut-être une question de budget, hein, tout simplement. Ça a coûté trop cher, il faut qu'on profite des vacances. Donc je fais au plus vite et je reviens très vite. Ne t'inquiète pas, ma puce. Je le fais bien quand même, le côté un peu attentionné. Elle dit bien, ne t'inquiète pas, je reviens très très vite. Le problème, c'est que le temps est relatif, comme l'a dit Einstein, et du coup, le temps va sembler très très long à Alicia, qui va avoir beaucoup de mal à trouver sa place dans ce groupe, hein, parce que son côté introverti, parce que son côté timide, parce que le fait d'être en permanence à manger avec des gens, ça peut vous sembler un peu... Moi, c'est les choses qui me semblent compliquées, d'être avec d'autres qu'elle connaît pas, elle les connaissait pas, hein. C'était les amis de sa cousine, mais elle les connaît pas. Et puis progressivement, elle va se rendre compte qu'en plus, il ne l'aime peut-être potentiellement pas, qu'il parle sur elle, quand elle n'est pas là, elle entend des choses, elle voit des regards, elle va être moquée, et progressivement, Alicia va être entraînée en quelque chose, et on va basculer dans un tout autre film. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. C'est surprenant, magique, magique. Il faut vraiment passer les 20 minutes et même la première demi-heure. Euh, c'est un très bon film d'ambiance. Du coup, ça devient une espèce de thriller. D'ailleurs, il écrit thriller, oui, c'est un thriller. Je vais pas un thriller avec une ambiance fantastique. Je veux pas en dire plus, je veux pas spoiler. C'est un film surprenant et c'est un film qui plaira à tous les névrosés de la Terre, à tous les gens qui ont peur des autres, à tous les gens qui s'imaginent que il y a des gens qui adorent rencontrer des personnes. Moi, c'est l'enfer. Hier, j'ai passé le nouvel an tout seul parce que je voulais pas être avec mes amis. Mon petit groupe d'amis auquel je fais confiance, que j'ai validé, j'ai dit eux, c'est mes amis, qui étaient avec d'autres amis que je ne connais pas, qui sont très gentils, paraît-il, mais que je veux pas connaître. Donc, je pense que ce film touchera les personnes qui ont une sensibilité comme ça, ils se diront je comprends. Les autres passeront à côté. Et en même temps, ils verront jusqu'où ça peut amener d'être comme ça. Ils verront jusqu'à quel point. Et on ne saura pas vraiment quelque part. Où est la part de l'IRL, où est la part du fantasme d'Alicia, où est la part du concret. Est-ce qu'elle a un monde imaginaire qui est trop dense? Est-ce que comme moi, elle a beaucoup d'imagination et que du coup, elle voit toujours le pire? Ou bien est-ce que réellement, il se passe des choses qu'elle ne peut pas contrôler? J'ai évité de mettre des éléments trop spoil du film. Le film, c'est Magique Magique et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Le discours d'un roi. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de l'histoire vraie mais incroyable d'un homme qui, son sang royal, devait devenir roi, mais qui s'en sent incapable. C'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un d'introverti, et surtout, c'est quelqu'un qui a développé un bégaiement important. Depuis son enfance, il bégait, et donc il comprend qu'il ne sera pas capable de tenir des discours importants, il comprend qu'il ne sera pas capable de s'exprimer à la nation comme il le faudrait,
Et pourtant, le danger règne, puisque se prolonge à l'horizon le sceau de l'Allemagne nazie, et également que son frère, lui, serait capable davantage de prendre les rênes du pays, mais qui ne serait pas forcément le bon roi et pourrait être dangereux, et amener son pays réellement à la guerre avec des décisions qui ne seraient pas sages. Évidemment, dans l'entourage de la reine, on parle beaucoup de lui, on dit qu'il ne sera pas en mesure d'assumer ce rôle en raison de ce bégaiement, parce qu'on le connaît, parce qu'il est fragile, parce qu'il est un peu peut-être efféminé, on ne le voit pas devenir un roi important, même si on connaît ses qualités de cœur. Et aider de sa femme, qui a un rôle important, qui lui dit: mais si, tu le peux, il le faut, j'ai confiance en toi, si j'ai appris à t'aimer, c'est qu'on peut t'aimer, c'est que je sais que toi, tu feras un bon roi. Il va accepter cette condition et aider d'un thérapeute un peu avec des méthodes non traditionnelles, parce que je pense qu'il a dû rencontrer beaucoup de thérapeutes avant et qu'il s'en est lassé fortement en disant personne ne m'a jamais aidé. Et bien ensemble, ils vont faire un travail pour essayer de faire qu'il apprenne à parler en public, pour qu'il trouve de l'aisance et même pourquoi pas du plaisir. Éviter de bégayer comme je viens de le faire, comme ça m'arrive très souvent. Moi, j'aurais dû aussi consulter un orthophoniste, de façon à pouvoir s'exprimer en public, calmement, posément, en donnant des directions et en devenant un roi, donc un roi tout simplement. Et bien que je n'attendais rien de ce film quand je l'ai vu, qu'il m'a été conseillé par quelqu'un, je me suis dit, oh, c'est un petit film de TF1 ou un téléfilm, pourquoi pas. Enfin voilà, j'étais vraiment très très loin du compte. C'est un excellent film, Le Discours d'un roi. D'ailleurs, 7 nominations aux Golden Globes. Ce film vous bouleversera. Apprends vraiment à parler, hein, consulte un orthophoniste, fait quelque chose. Ce film vous bouleversera, dit Le Figaro. Effectivement, c'est un très grand film. C'est aussi un film qui est porteur d'espoir pour les gens qui ont un handicap comme moi, qui parlent comme des. Voilà, qui n'arrivent pas à parler, à s'exprimer, qui n'arrivent pas à mettre deux mots à la suite sans faire ce qu'on appelle le bégaiement. Qui, plus sérieusement, qui laisse un message d'espoir à tous ces gamins qui ont des problèmes et qu'on peut aider, qui peuvent trouver une solution et qui, en sortant de ce problème, peuvent se révéler autres. Je voyais, et c'est assez triste, que dans certaines classes, du coup, plutôt ce qu'on appelle les classes prioritaires, je crois qu'on appelle ça comme ça, il y a des gamins qui sont très intelligents, très subtils, mais un peu comme ça, comme ce roi sans doute un peu sensible, un peu fragile, qui vont être harcelés. Harcelés parce qu'ils sont trop intelligents, parce qu'ils sont trop différents des autres. Alors que le jour où ils ont réussi à s'émanciper de ça, et peut-être parfois simplement sortir de cette classe, on se rendra compte du potentiel qu'ils ont, et pendant que l'un finira balayeur dans les rues, même si je mets pas de... c'est pas péjoratif, mais c'est juste qu'il se plaindra beaucoup de son métier, et bien lui est appelé à devenir le Bill Gates des temps futurs, ou le Mark Zuckerberg, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un de très important, parce qu'il a des capacités intellectuelles, parce que c'est quelqu'un de brillant, sauf que dans un domaine comme ça où on est réfréné, on ne peut pas forcément montrer tout son potentiel. Donc ce film parle aussi de tous ces petits canards noirs. Vous savez, dans une basse-cour, les canards logiquement sont jaunes, voilà. Et puis on a toujours un petit canard qui est noir. Eh bien, c'est de dire à ces enfants qui se sentent être les canards noirs que s'ils vont un peu plus loin que ça, ils ont peut-être des choses vraiment intéressantes à proposer et qu'il ne faut pas simplement qu'ils se conditionnent parce qu'on leur a dit t'es comme ça, t'es différent. Peut-être que leur différence est une force. Et évidemment, une fois qu'ils ont passé ce cap. Donc c'est aussi un film qui porte un beau message d'espoir. Et dans l'absolu, en tant qu'œuvre de cinéma, c'est vraiment un super film avec des acteurs excellents. Colin Firth dans le rôle du roi ou du futur roi. Helena Bonham Carter dans le rôle de sa femme. Enfin voilà. Le thérapeute aussi excellent, je ne sais plus son nom, mais c'est un très très beau film que Les Histoires d'un roi. Et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est une merveilleuse histoire du temps. Et de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire qui retrace la vie de Stephen Hawking, donc le brillant physicien. Et on va voir toute son évolution. On va comprendre quelle a été sa vie. On va comprendre qu'il était un étudiant brillant, étudiant en cosmologie à l'université de Cambridge. Un garçon un peu lunaire, un peu rêveur, toujours la tête dans les étoiles, toujours en train de se passionner pour ce qui se passait dans le ciel, l'astronomie. Un brillant étudiant qui s'intéresse à plein de domaines, qui va rencontrer une jeune fille qui se nomme Jen. Très vite, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre parce qu'elle n'est pas habituée à ce type de profil. Ses copines vont le regarder et vont dire mais
il est bizarre parce que, de par ce qu'il peut raconter, de par ses conversations, de par son physique, il sort des critères habituels des garçons qu'on peut rencontrer de Jen. Et puis ils vont avoir une belle histoire d'amour. Ils vont se mettre en couple, ils vont commencer une vie de jeunes adultes amoureux. Et il n'est pas dit à quel âge, on dit dans la fleur de l'âge. Stephen Hawking va se rendre compte qu'il a une maladie, un diagnostic va être posé dessus, et on va lui dire qu'il a une dystrophie musculaire, neuromusculaire, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Et que donc c'est une maladie évolutive et dégénérescente, et qu'il va perdre l'usage de ses membres peu à peu, et qu'il risque de se retrouver dans un fauteuil roulant, et que c'est donc irréversible. Qu'il n'aura pas d'autre choix, que c'est comme ça, il doit l'accepter. Et alors qu'il pourrait se penser condamné et qu'il pourrait tout cesser, eh bien, il va épouser Jen. Ils vont vouloir donner une continuité à leur histoire. Pour eux, rien ne s'arrête. Et Jen va même le pousser à continuer ses études et à terminer son doctorat. Parce qu'évidemment, c'est très compliqué. La maladie est dégénératrice, comme je l'ai dit. Et à la fois, il va perdre le contact avec son corps, mais aussi avec sa parole. Il ne pourra plus s'exprimer. Néanmoins, Jen lui dit « Il faut que tu continues, tu es quelqu'un de brillant, Stephen, j'ai confiance en toi. » C'est souvent ça, les fruits de l'amour. Et donc Stephen Hawking va continuer ses études, il va réussir, il va avoir le doctorat en poche, il va s'attaquer aux recherches, et il va s'intéresser notamment au temps, d'où le nom du film, Une merveilleuse histoire du temps. Et alors qu'il semble régresser, que de plus en plus il est diminué, qu'il a de plus en plus de mal à parler, il ne peut plus parler. Au bout d'un certain temps, il aura une machine qui pourra s'exprimer, qui pourra retranscrire ce qu'il a à dire, parce qu'il ne pourra plus le dire concrètement. Alors qu'on pourrait penser que, en fait, son cerveau n'a jamais été altéré. Alors que, comme on le voit comme ça, il n'est plus capable de bouger ni ses mains, ni on est obligé de le laver, de l'amener aux toilettes, de tout faire. Mais son cerveau est resté intact, si je puis dire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va montrer l'étendue de son talent, c'est à ce moment-là qu'il va montrer son génie. Stephen Hawking est un génie, qui d'ailleurs nous prédit des choses pas très heureuses. Il pense qu'il faut qu'on parte bientôt sur notre planète, parce que notre planète, elle est morte. Alors soit c'était une dérive liée à l'âge, ou soit il était précurseur, et puis dans quelques temps, on va avoir des surprises par rapport au dérèglement climatique. Stephen Hawking nous a prédit et nous a plutôt prescrit même de partir sur notre planète très vite, parce que dans quelques temps, ce sera plus vivable sur la Terre. Enfin, donc ce film est un très beau film qui parle de toute la vie de Stephen Hawking. Évidemment, ce ne sera pas toujours simple. Dans ce statut, la maladie, de l'histoire d'amour entre Jen et lui, ils vont quand même avoir des enfants, ils vont avoir ce courage de dire « Oui, mais ça fonctionne, je vois que ça fonctionne, Stephen, donc moi j'ai envie d'avoir des enfants de toi, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants de moi ?» Ils vont donc avoir des enfants, ils vont avoir une vie presque normale, j'ai envie de dire, même si évidemment parfois la maladie deviendra trop importante et que malheureusement le doctorat et le cursus universitaire de Stephen Hawking deviendra plus important peut-être que sa relation. Il y a un moment où la maladie mettra un terme à des choses qu'il ait pu connaître et changera un peu quand même malgré tout sa destinée, mais sa destinée est tout autre. Sa destinée n'était pas d'être marié à Jen et d'avoir des enfants. Sa destinée était qu'on se rappelle de Stephen Hawking comme le plus brillant physicien des temps modernes, maintenant qu'il est parti de l'autre côté, donc on peut le dire. Donc voilà, c'est vraiment un très beau film. Je m'attendais pas à ça, parce que moi je connais pas Stephen Hawking plus que ça. C'est des tests que je pourrais pas comprendre. C'est un mec qui est trop brillant, je suis pas capable de comprendre ses calculs, je suis pas capable de comprendre le cadre de ce qu'il peut dire. Mais ce film retrace bien tout ça. Enfin, surtout sa passion en fait, son érudition, puis c'est un très beau film, quoi. C'est vraiment une belle fresque. C'est une fresque en fait, tout simplement, qui va retracer toute la vie de Stephen Hawking. Les meilleurs moments, les bons moments, comme les mauvais moments. Et tout ça, ça fait un très beau film. Donc le film, c'est Une merveilleuse histoire du temps, je vous le conseille vraiment vivement. Vous serez surpris, vous allez vous dire, ouais, mais c'est le genre de film que j'aime pas. Ouais, mais ça va au-delà de ça. C'est... Et j'adore l'acteur, peut-être faudrait que je m'en rappelle. Eddie Redmayne. Il a vraiment un bel avenir devant lui, cet acteur. Alors, on l'a vu dans Les Animaux Merveilleux 2, ça, je crois le nom. Bon, moi, j'aime pas ce film-là. Mais néanmoins, ça prouve qu'il peut jouer en plein de rôles. On l'a vu surtout
dans A Danish Girl, jouer une femme. Super sexy. C'est-à-dire qu'il a tellement bien fait son rôle qu'il incarne une femme. C'est un rôle où c'est l'histoire du premier trans, le premier trans dans le monde. Et il va être déguisé en femme. Enfin voilà, il va se travestir en femme, à la fois dans le film et à la fois lui. Et il est une séduisante jeune femme. Dans son rôle dans Danish Girl, ça prouve. Il a réussi à incarner la féminité. Enfin voilà, c'est un grand acteur. Je l'ai vu dans d'autres rôles. Là, j'ai plus de souvenirs. Mais vraiment, c'est quelqu'un à suivre de près, qui a été sur des rôles difficiles. J'ai des souvenirs autres à regarder sur sa filmographie. Je sais qu'il y a un autre film qui m'a marqué de lui. Je m'étais dit, waouh, brillant ce mec. Impressionnant, des rôles très très compliqués. En fait, c'est ça, il prend des rôles complexes, quoi. Il n'hésite pas à aller là où c'est dur, là où c'est. Et ne serait-ce qu'incarner le rôle de Stephen Hawking. On a l'impression de voir Stephen Hawking. Et c'est très difficile parce que lui, Eddie Redmayne, il marche bien. Il a un physique un peu particulier quand même, mais il est élégant. Et quand il incarne Stephen Hawking, avec ses membres disloqués, enfin je sais pas comment le dire, mais où il a plus de motricité, il n'y a plus de force dans ces membres-là, il n'y a plus d'énergie, eh bien, il incarne parfaitement ce rôle, c'est vraiment un très grand acteur. Donc le film C'est une merveilleuse histoire du temps, et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est un plaisir coupable a priori, c'est When the Lights Went Out. Je dis plaisir coupable parce qu'en fait, sur l'affiche Allociné, il n'y a rien. Il n'y a pas de bande-annonce. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous trouver une bande-annonce, peut-être un extrait du film. Il y a une note spectateur. Ah, une note spectateur de 3,1 sur 5, quand même. C'est un petit film. C'est un petit film fantastique, horrifique, qui parle de l'histoire d'une jeune fille. Ils emménagent dans une maison. Et puis, vous imaginez bien un peu Elle emménage dans une maison. J'ai dit que c'était un film fantastique. La maison est hantée. Donc on est sur la thématique les films de James Wan, je dirais pas Insidious, mais enfin tous ces films-là, oui, enfin les dossiers Warren et autres. En moins bien, quelque part, en moins bien, mais je trouve avec plus de profondeur et plus d'ambiance. Et étonnamment, alors que Insidious et tous les autres films, parce que peut-être on en parle trop, ne m'apportent rien, j'aime pas du tout. Pour l'instant, j'aime pas les films de James Wan. J'en suis désolé, mais pour moi, c'est vraiment pas le renouveau de l'horreur. Ça viendra peut-être un jour, hein, peut-être des films. J'aurais tendance davantage à parler des films fantastiques espagnols, plutôt du côté de Guillermo del Toro ou de Bayonetta, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, plutôt du côté du film espagnol. Pour l'instant, moi, la vague Insidious, Sinister et autres, ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve tout ça creux, et j'ai une explication il n'y a pas très longtemps, par quelqu'un qui disait que c'était des blockbusters horrifiques. Et c'est peut-être ça le problème, c'est des blockbusters horrifiques, et moi j'aime les films, parfois films d'auteur, fantastiques ou horrifiques. Et When the Light Went Out, on est plutôt sur un film d'auteur, à mon sens, qui se passe dans les années 70, et ça on le voit à la tenue disco des parents et au papier rétro dans les chambres, mais j'ai bien aimé parce que ça c'est bien retranscrit. Et parce qu'on va pas avoir des tonnes de jumpscares, et parce qu'à mon sens, les esprits, les fantômes, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt des trucs un peu discrets. Enfin, je sais pas, ce film m'a fait davantage peur. C'était peut-être un moment contextuel, le cinéma c'est très subjectif. Mais il m'a plu davantage que plein de films que j'avais vus à l'époque. Il y a une scène dont je me rappelle, avec, bon, je sais pas si je peux le dire, parce que du coup c'est un peu spoiler quelque chose d'élément. Le père ne croit pas, il croit pas en ça, il croit pas la fille. La première qui va être victime de phénomènes, c'est la fille, la jeune fille. Très souvent, on dit que les jeunes filles attirent les phénomènes paranormaux, surtout quand on parle des poltergeists. Donc c'est surtout elle qui va être la première témoin. Ensuite, la mère. Au début, il se moque de la fille. Il dit, bon, arrête de fumer des joints, ma fille, t'es folle. La mère va commencer à voir des choses, elle va en parler à ses amis, qui vont aussi rire d'elle jusqu'au moment où ils vont être témoins d'un phénomène. Et puis, le père qui lui croit pas, c'est un espèce de sceptique, qui dit non, mais arrêtez les filles, vous êtes complètement folles, va vivre quelque chose, et cette scène, je la trouve super forte. Pourtant, il n'y a rien, c'est vraiment, tout est dans la mise en scène, tout est dans... Sauf que je me suis identifié au personnage. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui croit pas, qui dit tout ça, c'est les balivernes. On est dans un contexte où moi, ça me fait peur. C'est pourquoi je ne ferai pas d'enquête paranormale, parce que moi, qui ai une grande imagination, ok, vous êtes dans des lieux, déjà, des lieux, franchement, Mobius X, et même Jerry, quelque part,
vous allez dans des lieux qui sont terriblement effrayants, tout seul, a priori, hein, on met ça entre parenthèses, a priori, vous n'avez jamais surestimé en quelque sorte la puissance de la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez jouer aux hommes brillants et aux hommes courageux, quand la lumière se coupe et si jamais elle n'est pas à se rallumer, pour moi, c'est le moment le plus horrifique de votre vie. Si votre lampe de poche, au moment où il le faut, tombe en panne, et que vous n'avez que cette lampe de poche pour vous éclairer, vous êtes dans le noir absolu, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Je parle des caméras, hein, caméras infrarouges aussi, tout tombe en panne, vous êtes dans le noir absolu. Et là, je peux vous dire qu'il faut être très courageux. Si vous êtes dans le noir absolu, vous ne pouvez pas bouger puisque vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne pouvez pas, hein, le noir absolu. Hein. Vous pouvez reculer vaguement, vous savez que. Mais si toute la maison est plongée dans le noir, et que vous entendez des bruits autour, ou un soufflement, ou une voix qui passe près de votre oreille, je peux vous dire que vous serez absolument terrifié, comme je le serai. C'est pourquoi, moi qui ai une grande imagination, je serais capable de souffler cette idée à l'esprit qu'il ferait, et après, je serais mort de trouille. Et donc cette scène, qui parle du noir, qui parle de ça, de la puissance de la visibilité et de la lumière, dans l'obscurité, il y a aussi une métaphore un peu biblique, fait que j'ai bien aimé ce film. Faudrait pas que je le revoie, hein. C'est un film en one-shot, je l'ai vu une fois, je me suis dit, ouais, j'ai bien aimé. Étonnamment, j'ai même eu envie d'en parler à l'époque sur les réseaux sociaux, en disant, je viens de voir un film qui certainement est très mauvais, mais je l'ai apprécié. Et donc je voulais vous en parler, c'est fait. La bande-annonce, je ne sais pas s'il y en aura une, parce que je vous dis, vraiment sur Allociné, c'est très maigre. La note spectateur, comme je vous disais, est plutôt bonne, 3,1 sur 5, 30 notes dont 10 critiques. Ouais, bah les gens signalent un peu les choses comme moi, quoi. Un film sympathique sans plus, mais une excellente reconstitution des années 70, ça que j'ai bien aimé, des tapisseries, du mobilier, c'est clair, on est dedans, hein. Je vous parlais de la musique disco et funk. Des looks de personnages à mourir de rire, oui, parce qu'à l'époque, bah, on était habillés comme ça. Hein. Petite surprise, mais de taille, pour ce film qui m'a vraiment fait passer un bon moment. J'aime la façon dont c'est tourné avec des acteurs vraiment crédibles. J'aime aussi cette ambiance années 70. Je trouve son approche originale pour un sujet déjà tant de fois utilisé. Il n'y a pas de super effets spéciaux, mais le jeu des acteurs, l'ambiance, fait que justement c'est un très bon film. De nos jours, les effets spéciaux sont trop utilisés au détriment du jeu des acteurs. C'est là que le film est vraiment intéressant. Pour moi, j'ai adoré. C'était donc un commentaire à quelqu'un sur Allociné, je suis d'accord avec ça. En fait, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le jeu des acteurs. Il y a peut-être des jumpscares, mais c'est pas le propre du film. C'est clairement pas un film qui va plaire aux fans de Sinister et autres. C'est certainement un film d'auteur. C'est aussi certainement un film qui a un petit budget, donc même s'ils avaient voulu faire du James Wan, ils auraient pas pu. Moi, j'ai bien aimé ce film. Mais il faudrait pas que je le revoie. Je pense qu'il faudrait pas que je le revoie. Néanmoins, je voulais vous en parler sur la thématique paranormale. Le film, c'est When the Lights Went Out, et je mettrai ce que je peux en dessous de ce que je trouverai du film. Le prochain film est Samba. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une jeune femme, Alice, jouée par Charles Gainsbourg, qui est au bout du rouleau, qui a fait un burn-out professionnel. Elle s'était trop investie dans sa vie professionnelle, donc. Hein. Et pour se reconstruire, elle se retrouve dans une association de bénévolat où elle aide les gens qui n'ont pas de papier à, potentiellement, selon la possibilité, à avoir des papiers. En tout cas, elle va les écouter, elle va leur donner une oreille attentive. Et en parallèle, ça parle de Samba, qui est un jeune Sénégalais qui vit en France depuis 10 ans, qui collectionne les petits boulots, mais évidemment c'est compliqué parce que comme il n'a pas de papier, il peut très très bien être reconduit au pays très vite, ça peut finir relativement assez mal. Ils vont donc se rencontrer dans cette structure, et leurs histoires, bien que très différentes, vont se rencontrer parce que je pense qu'ils ont en eux la même détresse, et la même détresse affective. Que tous les deux sont perdus, l'une parce que, ben, voilà, au niveau professionnel c'est pas génial, et qu'au niveau affectif c'est certainement le désert complet, et l'autre parce que bien que plus enjoué finalement que cette jeune femme à qui il va donner un peu de joie et de bonheur quand il va la rencontrer, il va pas comprendre son attitude. Vous êtes sûr, ça va, madame? Vous avez l'air quand même un peu. Enfin, il va comprendre, il le dira pas nécessairement, mais il comprend qu'elle n'est pas forcément bien dans ses baskets. Hein. Et lui, il a d'autres pensées en tête, c'est qu'il se dit que il travaille, il est sur des chantiers au noir, mais si jamais on le capture, il sera renvoyé dans son pays, donc c'est pas simple. Il y a des gens comme ça qui travaillent en France,
qui sont d'honnêtes travailleurs, sauf qu'on leur donne pas les papiers. Et donc ils font comme ils peuvent, mais ils vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, ce qui doit pas être simple, hein. Donc ça parle un petit peu de cet assaut, ça parle de... Il y aura aussi un rôle très intéressant dans ce film, c'est le rôle de Isia Higelin. Je sais pas son prénom, mais en tout cas ça va être l'ami de comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom, de Lucie, non, d'Alice. Ça va être l'amie d'Alice. Alors elle, c'est complètement son contraire. Elle est enjouée, elle est dynamique, elle est... De toute façon, Isia Higelin, pour l'instant, n'a pas fait de rôle vraiment dramatique, hein. Si, quelques-uns, mais c'est un personnage extravagant. Elle est débordante d'énergie. Alors je pense qu'elle cache une grande part de souffrance qu'il faudra un jour qu'elle nous dévoile. Mais elle ressemble à ça sur scène, elle est complètement survoltée, Isia Higelin. Elle est un peu comme moi, hein, elle parle à 100 à l'heure. Elle en fait beaucoup trop. En tout cas, c'est intéressant ce parallèle entre la petite fille un peu timide qu'est Charlotte Gainsbourg, ou en tout cas qui ressemble à une femme un peu timide, qu'elle est réellement, mais qui fait un peu petite fille, et l'autre hein, qui va essayer de la dynamiser, qui va dire faut que tu te bouges, la vie c'est pas ça, quoi. La vie elle est plus large que ça, la vie elle est plus importante. Et en même temps, qui sera la plus sage en lui disant fais attention. Dans ce type de métier, bon c'est du bénévolat, mais dans ce type de structure, il faut faire attention à l'empathie parce qu'il faut être empathique évidemment. Il faut qu'on entende ce que les gens aiment nous dire, mais en même temps, il ne faut pas qu'on rentre trop dans l'empathie parce que sinon on se met en danger nous-mêmes, comme dans tout milieu médical, où les psys le diraient mieux que quiconque, hein, une fois que la thérapie est finie. Quand votre psy vous dit vous pouvez m'appeler sur mon téléphone portable, je connais des psys comme ça, danger. C'est pas bon, c'est pas sain. Une thérapie, elle se finit au moment où la thérapie est finie. Si ça va pas, vous pouvez reprendre rendez-vous plus tôt, mais logiquement, c'est pas je peux vous téléphoner sur le portable, vous êtes où au restaurant là, je peux passer? Oh bah oui, allez-y, passez. C'est pas comme ça. Ils doivent, hein, on leur apprend dans leur cursus à utiliser l'empathie avec discernement. Et moi, qui ai vu des psys, c'est déjà arrivé qu'on me dise, voilà, ce qui se passe dans le cabinet est dans le cabinet, et à l'extérieur, c'est l'extérieur. Et donc, d'ailleurs, c'était assez drôle, je dois vous le dire, puisque le psy que je voyais fréquentait la secrétaire du CMP où j'allais. Mais c'était en privé, je pense qu'il était marié. Et un jour, je l'ai vu dehors, main dans la main, avec la secrétaire, et il m'a dit, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce qui se passe dans le cabinet se passe dans le cabinet, et ce qui est dehors reste en privé. Donc là aussi, on avait encore ce truc de l'empathie, et des informations qu'il ne faut pas vraiment dévoiler, qu'il ne faut pas trop se livrer. C'est un métier. C'est du bénévolat, mais c'est quand même un métier où il ne faut pas dire trop de choses, il ne faut pas tomber trop dans l'empathie de l'autre, parce que sinon, on peut se mettre en danger, et puis on peut être manipulé, enfin ça peut, voilà. On ne sait pas les gens qui vont arriver, ils peuvent nous raconter des histoires, ils peuvent nous emmener dans leur truc, hein. Et quelqu'un qui ne serait pas comme ça armé, il va accepter le soir d'héberger les gens, il va donner 200 euros, il va, ouais mais vous comprenez, j'ai plus d'argent, oh bah attendez, je vous donne de l'argent. Ben voilà, on peut être vraiment manipulé, donc faut être... C'est pas des métiers simples, mais je dis métier, mais c'est pas des métiers en fait, c'est du bénévolat. Mais c'est pas des choses simples à faire parce qu'il faut être suffisamment empathique pour écouter l'autre vraiment, mais en même temps pas rentrer complètement dans son histoire. Par exemple, quelqu'un qui est à la rue, vous n'allez pas l'aider en allant vivre avec lui dans la rue, hein. Il faut être concret, il y a un moment où il faudra dire je vais essayer de vous donner le mieux pour que vous puissiez trouver un logement ou un repas chaud ce soir, mais moi, ce soir, je serai avec mon compagnon chez moi. Je vais pas venir avec vous dans la rue parce que c'est pas mon rôle. Parce que si je fais ça, je vais plus vous aider. On sera tous les deux dans la rue et on sera avec une pancarte. Mon rôle, c'est de vous aider présentement, dans le bureau. Je vais vous donner tout mon amour, toute mon affection. Amour en mettant amour filial, en mettant une protection. Mais après, c'est autre chose. Après, c'est fini. Donc ce film parle bien de tout ça. C'est à la fois tendre, par moments, c'est à la fois drôle. Des situations cocasses, notamment beaucoup liées à l'interaction entre cette jeune femme qui est larguée, donc Charlotte Gainsbourg, et Samba, les conversations qu'ils vont pouvoir avoir, ce décalage, et puis le fait que c'est lui qui a besoin de réconfort et que parfois c'est plutôt lui qui va la consoler, elle. Le personnage d'Isia Higelin qui va à 200 à l'heure, qui est une vraie pile électrique, qui est survoltée. Ça donne encore là un contraste très intéressant entre les deux, parce que les deux se ressemblent, hein. Samba et Alice se ressemblent. Ils sont plutôt discrets, ils parlent pas très fort, il y a une vraie similitude. Tu les mets dans une assemblée, tu te dis ouais, ils se ressemblent. L'autre est très différent d'eux. Donc ça donne une galerie de personnages intéressants. J'ai bien aimé ce film, je vois les notes, hein. Je suis sur Allociné, je prends un peu des bribes d'Allociné, puis après je prends dans ma mémoire. Et je vois que la note spectateur
a été de 3,4, ce qui est une bonne note, et la note presse a été de 3,6, donc ça semble indiquer un peu que les gens comme moi ont aimé le film. La bande-annonce en dessous, le film c'est Samba, et pour passer un moment agréable, mais pas que, c'est pas que drôle, eh bien, je vous conseille ce film, la bande-annonce en dessous, et le film c'est Samba. Le prochain film est Le Territoire des loups, et je me rends compte que chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que ma critique d'avant était beaucoup trop longue, je recommence à parler trop, il faut que je fasse plus court. Donc de quoi ça parle? Je vais édulcorer tout le début du film qui est très intéressant et qui aura une importance primordiale pour le film, mais finalement ça parle d'hommes durs, d'hommes rudes, qui prennent un avion pour aller travailler dans une compagnie de forage, donc relativement assez loin. Euh, Ils sont censés aller là-bas pour protéger les employés des forages contre les attaques des animaux sauvages. Ils prennent plutôt un avion. Et manque de chance, l'avion s'écrase. Ça arrive parfois, c'est comme ça. Et manque de chance doublement, il s'écrase dans une région hostile, où il fait froid, où tout est en perdition, et où surtout règne le règne animal, puisqu'ils sont tombés dans le territoire des loups. C'est-à-dire une zone où il n'y a pas de forme de vie humaine, où il n'y a pas de personne n'a jamais eu l'idée d'aller habiter là-bas. C'est le territoire des loups. Ils tombent dans une espèce de meute de loups géant, un territoire des loups. Commence alors inévitablement un film de survie, un film d'action, un film d'aventure. À mon sens, un film d'aventure parce que c'est super bien institué, parce que les paysages sont beaux, parce que c'est une vraie aventure humaine. Évidemment, certains vont penser que peut-être, je donne un exemple, il faut rester près de l'avion, que c'est une bonne protection quand on entend potentiellement les loups, qui vont comprendre qu'il y a des loups. Hein. De prime abord, ils s'écrasent, ils ne savent pas. Très vite, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des animaux affamés qui aimeraient bien manger de leur chair. C'est pas contre eux, c'est juste qu'ils ont faim, donc ça fera un bon repas. Certains vont penser qu'il faut rester près de l'avion, d'autres pensent qu'il faut marcher le plus loin possible. Certains vont penser que une arme à feu c'est utile, effectivement, c'est efficace, mais d'autres vont dire attention, ça fait du bruit. Enfin voilà, il y aura tout ça, l'ego de ces hommes qui sont forts, qui sont des combattants. Il y aura peut-être des leaders qui vont se dégager. Certains qui vont dire moi je pense qu'il faut faire comme ça, et puis d'ailleurs, quelque part, je peux pas laisser le choix. Ou alors je vais prendre le choix moi de partir, mais je pense qu'il faut vraiment agir comme ça plutôt que comme vous le préconisez. C'est vraiment un super film, Le Territoire des loups. J'aime pas trop les films d'action-aventure, mais c'est bien foutu, ça fait peur. Ça me laisse le souvenir qu'à une époque, peut-être j'avais pris un avertissement, j'avais pris une scène du film qui me semble culte, où les loups se manifestent, et cette scène est assez incroyable. Les loups arrivent à nous terrifier parce que, voilà, combien même vous avez un fusil avec 12 cartouches, quand il y a peut-être des milliers de loups autour de vous, ça va être complexe. Quand vous avez un feu, encore faut-il que vous ayez de quoi le faire, que c'est votre seule protection, on sent la peur en fait. Hein. Alors, autre point important qu'il faut quand même mentionner, c'est que l'acteur, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Liam Neeson. Enfin voilà, il est classé en genre action, aventure, drame. C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit que j'ai pas parlé de drame, mais oui, effectivement, c'est un drame. Autre point important, il est interdit aux moins de 12 ans, donc il y aura des scènes que je ne conseille pas aux enfants, on va dire ça comme ça. Ce ne sera pas des scènes sensuelles, hein. Ces hommes-là n'ont pas tellement envie de se reproduire, mais plutôt de se protéger de ces animaux qui aimeraient bien en faire leurs 4 heures, leur réveillon, enfin voilà. Le film c'est Territoire des loups, la bande-annonce en dessous, et c'est franchement un bon film d'action, aventure, drame. Le prochain film est toute l'histoire de mes échecs sexuels, et rien que le titre, moi quand je vois ça, je me dis, ça peut être un mauvais film, mais le titre m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un film entre la fiction et le documentaire, et je parlais d'une part biopic, c'est-à-dire qu'a priori, ce serait quand même réel. Alors il y a certainement eu des montages pour le besoin du film, mais ce serait vraiment ce qui s'est passé. C'est l'histoire d'un mec, Chris Waite, assez immature. On voit, voilà, il est immature dans son comportement. Il va souvent jouer aux jeux vidéo. Enfin, pas forcément le mec qui est capable d'avoir une vie établie, qui vient de se faire larguer une fois de plus, certainement en raison de cette immaturité. Et il va se poser des questions. Et plutôt que d'aller voir un psy, peut-être qu'il va aller voir un psy, mais en tout cas, ça va pas être la solution. Il va se dire j'ai 30 ans, ma vie n'est finalement qu'une suite d'échecs. J'ai eu des échecs sentimentaux et de départs sexuels, là aussi.
Pour lui, ça a une importance, il estime que ça s'est pas bien passé. Il va essayer de comprendre pourquoi, et plutôt, comme je disais, d'aller voir un psy, il va se dire, bah, je vais aller voir mes amis. Je vais aller voir mes ex-compagnes, je vais prendre une caméra au point, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu certainement monté, et je vais aller leur demander. Et je trouve ça complètement fou comme scénario, complètement original, complètement drôle du coup. Ça doit être passionnant, mais terriblement dévastateur de faire ça. C'est comme si vous imaginiez, voilà, vous allez voir tous vos ex, hein, vous prenez une caméra, vous tapez à la porte, si elles acceptent de vous ouvrir, ce qui n'est pas gagné du tout. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait 10 ans? Oui, ça fait 10 ans. Je voulais te parler. Un jour, tu m'as quitté, j'étais très triste. Et je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as quitté? Qu'est-ce que je valais au lit? Est-ce que tu étais heureuse avec moi? Tu as eu des orgasmes? Ben voilà, vous avez parlé de votre vie. Si la personne accepte. Et comme ça, il va aller voir toutes ses amies, tous ses ex-compagnes pour essayer de comprendre où ça a merdé. Et parfois, ça va être frontal. Hein. Les nanas vont lui dire franchement, t'étais un boulet, ton attitude était déplorable. D'autres, peut-être, vont être plus tendres, vont dire je t'ai vraiment aimé, mais en même temps, je ne pouvais pas te sauver. Il n'y a personne qui peut t'aider vraiment. Et de ce que j'ai compris, puisque ça a dû être monté, mais que ce serait quand même une histoire vraie, je vois pas trop comment ils ont fait pour faire le truc pour que ce soit à la fois fiction et un film réel. Mais ça aurait beaucoup déstabilisé Chris Waite, qui serait dit finalement peut-être je ferais bien d'aller en thérapie parce que c'est pas. J'ai des problèmes quoi. Parce que finalement, ce qui m'arrivait, c'était légitime, que j'étais peut-être pas prêt à avoir une histoire sérieuse, et il est vrai que les bons psys diront plutôt que de faire une rencontre amoureuse, peut-être que vous devriez prendre un peu de temps pour réfléchir à une thérapie, et après, quand vous serez mieux avec vous-même, aller vers une partenaire. Ou un partenaire, parce que là, vous risquez simplement d'aller vers l'échec. C'est pas, pour moi qui est votre psy, c'est pas vraiment l'idéal. Euh, donc j'ai bien aimé ce film. On se marre beaucoup. Encore une fois, pas tellement des situations, mais plutôt aux dépens d'eux. On se moque beaucoup de lui, des réponses qui vont lui être données, cinglantes parfois. Enfin voilà, l'idée est complètement surréaliste. C'est un ovni dans le genre, et j'ai adoré ce film. La bande-annonce sera en dessous, et donc c'est toute l'histoire de mes échecs sexuels. Le prochain film est Un homme idéal. Et de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme, de Mathieu, qui a 25 ans, qui rêve depuis toujours d'écrire enfin, qui rêve d'être écrivain, qui rêve d'écrire un livre important. Donc depuis toujours, il veut devenir un auteur reconnu. Il n'y arrive pas, il a de nombreux scénarios, il a de nombreux voilà, de trucs qu'il ne publiera pas. Enfin, il cherche à publier, mais il n'est pas publié. Il envoie des maisons d'édition qui lui disent votre contenu ne nous intéresse pas. Désolé, mais on ne le retient pas, on n'aime pas votre style. Donc, en attendant de trouver la gloire, peut-être un jour, il travaille avec son oncle dans une société de déménagement. Et par hasard, un jour, lors d'un déménagement, il tombe sur... il y a un dossier qui tombe, il l'ouvre, et dedans, il trouve un manuscrit. Il va trouver des papiers, il va comprendre que c'est un manuscrit, il va lire le truc, l'ensemble, et il va se rendre compte que ce sont des documents et que potentiellement, ça pourrait faire une histoire. Et comme Mathieu, c'est pas quelqu'un de vénal, mais il veut vraiment réussir, il se dit j'ai pas d'inspiration, je suis mauvais, là, j'ai jamais pensé à ça, évidemment. C'est pas le genre de truc auquel il pouvait penser. Il va s'inspirer de ce qui est écrit dans ces documents, et il va commencer à écrire ce livre, inspiré de ce qui est écrit dans ces documents. Évidemment, il va le faire, il va le finaliser, il va mettre son nom dessus, il aura enlevé toute empreinte de ce qui a été, mais c'est des documents réels, c'est des documents historiques. Lui signe de son nom, il envoie une maison d'édition qui lui répond « Merveilleux, on a adoré votre livre, c'est extraordinaire ». De là, Mathieu bascule dans une toute nouvelle vie, c'est-à-dire qu'il va être reconnu comme un génial écrivain, il va rencontrer l'amour pour beaucoup lié à ce nouveau statut, d'une femme qu'il n'aurait jamais pu atteindre avant, il va avoir une nouvelle vie, une nouvelle maison avec piscine, il va avoir tout le luxe, il va avoir de nombreuses interviews. Évidemment, il ne pourra être que sommaire parce que lui, il sait d'où ça vient. Et quand on lui demandera d'où vous tirez votre inspiration, bon, bah, il aura des phrases bateau, hein, comme bah, c'est la créativité, c'est comme ça, j'ai toujours eu des tas d'idées. Se posera le problème quand on lui dira qu'est-ce que vous allez faire dans votre second livre? Qu'est-ce que vous allez nous proposer? C'était tellement extraordinaire, c'est le
le best-seller numéro 1 partout. De quoi va parler votre nouveau livre? Et évidemment, Mathieu est un peu pris au piège, puisqu'il n'a pas d'idée d'un nouveau livre. Il avait qu'un seul document, et qu'il ne sait pas quelle suite il peut donner. Et évidemment, dans ces cas-là, son avenir peut en dépendre, puisque financièrement, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas lui donner le cachet, ou on va lui donner tout un cachet pour le prochain livre, mais il sait qu'il est incapable de l'écrire. Il n'a jamais eu de talent, il s'est toujours fait refuser. Donc on va basculer dans un thriller, parce que Mathieu, d'où le titre peut-être Un homme idéal, voudra tout faire pour réussir et pas perdre son statut. Il veut pas perdre le fait qu'il est maintenant célèbre, il veut pas perdre le fait qu'il est quelqu'un qui est reconnu, il veut pas perdre l'amour de sa femme, il veut pas qu'on reconnaisse qu'en fait c'est un loser qui a aucun talent d'écriture, ou très peu. Et donc, il va faire en sorte de protéger son secret de façon le mieux préservée, finalement. C'est ce qui fait que Un homme idéal est le premier thriller, enfin en tout cas peut-être pas le premier, mais c'est un thriller littéraire. C'est-à-dire qu'on va avoir peur pour une trame scénaristique, pour un scénario littéraire. C'est la littérature qui va devenir un enjeu important du film. Parce que oui, ce film fait peur, ce film angoisse. Parce que Pierre Ninet, qui joue le rôle de Mathieu, est excellent. J'aime beaucoup cet acteur, j'aime beaucoup. Je l'ai vu dans les films drôles. J'ai plus tous les souvenirs en tête. Je l'ai vu notamment avec. Il y a Louise Bourgoin dans Les Bonasses, et puis il y a Virginie Efira dans les Cougars, quand même. Et justement, un rôle de Cougar, c'était quoi 20 ans d'écart. Je l'ai trouvé excellent dans ce rôle dès le début dans l'avion, il m'a fait marrer. Avec sa tête de premier de la classe. Évidemment, il aura du mal à sortir de ce rôle, et justement, je dis ça, mais c'est faux. Parce que dans ce rôle, c'est un rôle dramatique, c'est un rôle dur. C'est un rôle où il va montrer une forme de violence, une forme de colère. Il est excellent dans l'interprétation de la peur, enfin voilà. C'est un bon acteur. Il paraît qu'il y a un nouveau film de lui, où il est pompier, que je n'ai pas encore vu, où il est excellent. Et ouais, c'est un très bon acteur, quoi. Plutôt fait pour les comédies, où il n'est pas mauvais, quoi. J'en ai vu une aussi récemment que j'ai pas aimé, mais je pense qu'on peut tout lui donner. De toute façon, Pierre Ninet, quand vous voyez Pierre Ninet sur le générique de fin, il y a écrit Pierre Ninet de la Comédie Française. Donc il a été à la Comédie Française, il est très jeune pour avoir ce cursus, ce background, et c'est pas pour rien qu'on pense que c'est un des meilleurs acteurs, que très souvent les gens après se disent « Ah ouais, quand même, le mec il est fort, bah oui, mais il a fait ses classes, quoi, c'est pas n'importe qui. Il est encore jeune, mais si je me trompe pas, il fait partie de la Comédie Française. Comme Laurent Lafitte, vous verrez, vous n'avez pas fait attention. C'est même dérangeant, on ne sait pas pourquoi, ça doit être une obligation. Quand vous faites partie de la Comédie Française, il y a écrit Laurent Lafitte de la Comédie Française. Bon voilà. Le film, c'est Un homme idéal, la bande-annonce sera en dessous, et personnellement, j'ai adoré ce film parce que moi j'aime la littérature, parce que moi-même j'ai écrit des scénarios, j'en envoyé à personne, mais j'aurais pu. C'est-à-dire que j'ai un peu des fonds de tiroir un peu partout avec des documents. Donc ça m'a passionné cette histoire. Et puis on comprend, en fait, c'est très humain de se dire, voilà, je réussis pas, il tombe sur un truc, il pense pas vraiment faire mal. Évidemment, il y aura une intrigue un peu plus complexe, hein, parce que comme le document n'est pas de lui, peut-être qu'on lui demandera de rendre des comptes. Et cette heure de gloire qui arrive, enfin voilà, tout ça c'est très humain finalement. Il est pris dans quelque chose qui l'emporte, hein, mais à la base c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de foncièrement bon, sauf que par rapport à ce qui lui arrive, il n'a pas d'autre choix que de devenir autre. Donc le film c'est Un homme idéal et la bande-annonce sera en dessous.